Deux débatteurs, donc nos deux invités, donnent leur mot introductif. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme est un nationalisme africain. Mais le mot nationalisme renferme plusieurs dimensions, renferme plusieurs charges idéologiques. La charge politique, la charge culturelle, la charge spirituelle, la charge économique. Donc le panafricanisme, dans sa dimension politique, consiste à bâtir la trajectoire géopolitique capable de supporter le développement de notre épanouissement. C'est-à-dire que nous devons être capables de bâtir ou de conceptualiser la trajectoire historique de notre développement et qui va permettre de supporter notre développement et l'épanouissement des peuples. Bon, aussi, c'est d'arriver à la construction de l'État fédéral africain. C'est-à-dire l'objectif politique, c'est d'arriver à bâtir l'État fédéral africain sur des bases sociologiques, sur des valeurs ancestrales. C'est aussi de retrouver le fil conducteur, comme le dit Cheikh Diop, dans la nation de l'agriculture, de retrouver le fil conducteur qui nous relie à nos passés ancestral le plus lointain. C'est d'être capable de retrouver ce fil, c'est-à-dire d'aller depuis la Nubie, depuis l'Égypte ancienne, et de comprendre le modèle politique, le modèle économique, le modèle culturel, et d'être capable de faire un calibrage intelligent avec les enjeux dont nous sommes les contemporains. Votre définition et votre vision du panafricanisme, j'aimerais, pour sa première intervention, tendre le micro à M. Landry Couillot et lui reposer la même question. Déjà, je voudrais que l'on soit d'accord sur une chose. C'est qu'il est admiratif de voir que la Côte d'Ivoire a une jeunesse actuelle qui est capable de pouvoir produire de tels événements en dehors de tout ce qui est ludique. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une question sérieuse. Pourquoi? Parce qu'il se pose une question critique. Laquelle? Quelle est donc l'identité du citoyen, de l'homme africain décliné au niveau des États-nations, de l'homme ivoirien? Et de pouvoir ainsi, sur cette base, dans la dimension culturelle, la dimension juridique, la dimension économique, la dimension politique, nous permettrait de gagner en émancipation et de nous présenter et d'exister dans ce monde dans lequel on est. Le panafricanisme est donc une idéologie qui a une dimension politique, une dimension économique, une dimension philosophique, une dimension culturelle, et qui a pour but de pouvoir permettre au peuple noir de Côte d'Afrique et de toute l'Afrique, bien sûr, parce qu'il ne faut pas exclure l'Afrique blanche, de pouvoir se représenter dans le monde l'identité de l'homme africain, pas de l'homme noir, parce que l'Afrique n'est pas que noire, l'Afrique est aussi blanche. Alors de la définition du panafricanisme et des différentes dimensions qui ont été évoquées et précisées, soit d'ordre politique, culturel, spirituel, d'ordre moral, d'ordre économique, qu'est-ce qui, dans la gouvernance de Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, converge avec cette idéologie ou diverge avec cette idéologie? La chose la plus importante n'est pas de faire le jugement de X et de Y, mais c'est de savoir, dans le panafricanisme dont il est question, qu'est-ce qu'il y a donc de si important pour nous permettre de nous construire et de nous permettre de collaborer afin de pouvoir donner une identité africaine pour les États qui sont en pleine reconstruction. En termes peu ou trop accessibles, expliquer le panafricanisme. Pour parler de l'action politique de Houphouët-Boigny, qui est le leader intergénérationnel reconnu par tous les Ivoiriens, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de l'action politique de Houphouët-Boigny, il était oui ou non panafricaniste? Alors déjà, je voudrais qu'on fasse une correction. Je suis plutôt pour dire que Houphouët-Boigny faisait partie des pères et des mères de la nation de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'était pas seul. Et lui-même, lorsqu'il évoquait le souvenir du combat, n'a jamais exclu la présence si importante de ses camarades qui l'ont accompagné dans cette lutte. C'est quoi le panafricanisme au niveau politique? Au niveau politique, le panafricanisme se cristallise par l'effacement des frontières que nous avons héritées de la colonisation, mais à pouvoir fédéraliser au niveau continental l'Afrique. Parce qu'il aurait été compliqué d'effacer ces frontières sans tenir compte de la géopolitique internationale. Parce que l'Afrique n'est pas seule au monde. Ça, c'est une certitude. Alors,
Si le panafricanisme consiste à pouvoir avoir la démarche de fédéralisation de l'Afrique, quel a été le cas d'Houphouët-Boigny? Houphouët était dans la compréhension selon laquelle des vers rassemblés ne seront jamais plus forts qu'une barre de fer. La Côte d'Ivoire, selon Houphouët-Boigny, devait refléter un microcosme de l'Afrique. En ce sens où ce pays a eu à continuer la politique d'ouverture de ses frontières en accueillant massivement des immigrés venus de partout. Et ça n'a pas commencé qu'en 1960 parce que nous avons les Syriens et les Turcs venus de l'Empire ottoman, défaits après la Première Guerre mondiale, qui ont retrouvé en Côte d'Ivoire une terre d'asile et de régénération de leur possibilité de vivre dans le monde dans lequel on se trouve. Alors, la Côte d'Ivoire ouvrant ses frontières est une Côte d'Ivoire qui permet donc à des immigrés de venir s'y installer et de pouvoir participer à l'économie agricole de ce pays. Quelle est votre opinion sur le côté panafricaniste de Houphouët-Boigny? Il a mentionné des éléments avec lesquels je ne suis vraiment pas d'accord, parce que octroyer la double nationalité n'est pas un indicateur de ce que je suis un panafricaniste. Ça n'a vraiment pas de sens parce que la double nationalité dans certains pays est acceptée, mais les chefs d'État qui y sont ne signifie pas qu'ils sont des panafricanistes. Donc, le panafricanisme dont nous parlons, en fait, j'ai été systématiquement bloqué dans ma démarche parce que ma démarche était bicéphale. Dans un premier temps, je voulais montrer Houphouët-Boigny en tant que sujet ivoirien, Houphouët-Boigny en tant que sujet international. Qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait au niveau de la Côte d'Ivoire et que les jeunes de Côte d'Ivoire ont nécessairement besoin de comprendre profondément qui est ce leader sacralisé. Parce que pour nous, il ne s'agit pas de dire que Houphouët-Boigny est un leader intergénérationnel, mais il faut permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire de comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses d'Houphouët. Et c'est à partir de là qu'on va reconstruire la mémoire du peuple. On ne peut vraiment pas prétendre projeter une nation comme la Côte d'Ivoire avec des mémoires. Je voulais revenir un peu sur qu'est-ce qui est Houphouët, mais bon, par rapport à la question qui m'a été posée, moi je suis de ceux qui pensent que Houphouët était viscéralement opposé du point de vue politique au panafricanisme dont rêvait Kwame Nkrumah, dont rêvaient les pères du panafricanisme. Il était vraiment opposé à ça. En 1958, quand le général de Gaulle, promoteur de la communauté qui devait ensevelir l'Afrique, c'est-à-dire la communauté de 1958, qui devait nous mettre dans une sorte de carcan éternel. Déjà, la Côte d'Ivoire, en 1944, le colonat français autorise les Ivoiriens à avoir le droit à s'organiser, le droit au syndicalisme, le droit à l'association. Et c'est en 1944 que Houphouët, parce que c'est une forme de copie, le syndicat agricole africain né en 1944, mais ce syndicat a été calqué sur le modèle néocolonial qui est le syndicat agricole ivoirien, le SAI, mais qui était dirigé par une bourgeoisie agraire française. Et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les masses populaires, comme je dis, 88% de la population était dans les villages, dans les hameaux, et l'essentiel était une population agraire agricole. Et donc, l'exploitation de ces masses populaires, de 88%, le maintien dans le carcan paternaliste et néocolonialiste, les a convaincus de ce qu'il faut vraiment opposer une fin de non-recevoir à cette forme d'exploitation et de domination humaine. Donc qu'est-ce qui se passe? Tous les paysans ivoiriens sont mobilisés. Et c'est pourquoi vous avez précisé quelque chose qui est fondamental. Le PDCI-RDA, ou le syndicat agricole africain, n'est pas le produit du génie politique, du génie dans l'imagination de Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est parce que justement, ce n'est pas les conditions matérielles qui existaient. On peut émerger un syndicat qui devait défendre la cause. Et c'est pourquoi, puisque déjà les paysans et les masses étaient opposés au colonialisme, et quand le syndicat agricole naît, automatiquement la majorité des paysans
se reconnaissent dans ce mouvement. C'est pareil pour le PDCI-RDA. C'est cette même caution, 99%, et on fait même recherche qui lui a fait perdre les 0,01%. Il recherche, parce que pour lui, parce que pour Félix Houphouët-Boigny, il voulait faire 100% pour faire plaisir aux mecs. Pourtant, dans le fond, ça n'avait pas de sens. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il savait que c'est Maître Camille Assis, qui lui était le chef de file des partisans du Nord. Et le lendemain, quand on vote à 99,99%, Houphouët-Boigny expulse le maître Camille du territoire ivoirien qui se réfugie au niveau de la Guinée-Conakry, la Guinée révolutionnaire. Et qu'est-ce qui se passe avec Félix Houphouët-Boigny? Le panafricanisme politique d'Houphouët-Boigny est moralement indéfendable, scientifiquement inacceptable, historiquement incorrect. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Houphouët-Boigny intègre dans le gouvernement ivoirien des agents qui devaient déjà travailler à déconstruire et à bloquer systématiquement le processus révolutionnaire qu'avait déclenché le camarade Ahmed Sékou Touré. Je ne connais aucun combat qui soit spontané, parce que lorsque vous présentez la situation, par exemple, de l'amélioration des conditions de vie et de travail des paysans, on a l'impression que les choses sont faites spontanément. Pour moi qui enseigne et qui étudie le leadership, quand bien même les peuples connaissent des détresses du fait de leur souffrance, il apparaît toujours quelqu'un qui, avec courage, décide de se mettre en avant. Ça a toujours été ainsi. Un leader est celui qui a la dimension empathique de pouvoir se saisir des préoccupations de son peuple ou de la communauté dans laquelle il vit. Et avec courage, je dis bien avec courage, décide de les porter. Et ça, c'est déterminant. Alors, avec courage, ayons donc l'honnêteté et la lucidité intellectuelle de rendre à Houphouët-Boigny, qui, médecin indigène à son époque, écrit « Ça suffit, on nous a trop foulés ». C'est un déclencheur qui rend confiance aux populations paysannes qui savent que désormais, leur lutte peut avoir un achèvement parce qu'il y a quelqu'un qui décide de porter ce projet et d'y aller. Et ça, c'est déterminant. Donc, il faut éviter de pouvoir tronquer aussi la vérité. Rendons-la, cette vérité-là. C'est important. Houphouët a introduit dans le gouvernement ivoirien des personnes qui étaient des agents qui devaient bloquer le projet de Sékou Touré qui, entre-temps, depuis 1958, a été déjà adopté. Je me dis, mais on est dans une fiction digne d'un polar américain, dans le sens où Houphouët est en Côte d'Ivoire et Sékou Touré prend son indépendance de l'autre côté. En quoi est-ce qu'il bloquerait le processus de Sékou Touré de gagner son indépendance? La Guinée, non, soyons sérieux. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Est-ce que parce que j'ai une opinion différente de vous par rapport au chemin dans lequel on doit aller, que ce que j'ai comme opinion est fausse? Est-ce que parce que vous dites, pour arriver ici, je veux qu'on emprunte ce chemin X, et moi je dis non, moi je préfère emprunter le chemin B, donc mon opinion est une trahison? Alors donc le panafricanisme n'est pas démocratique? Il n'y a qu'une seule ligne? Il n'y a donc qu'une seule ligne, c'est pas démocratique? Moi je suis un démocrate convaincu, et quelqu'un qui a une liberté de penser et qui estime que si une autre personne estime qu'elle doit pouvoir atteindre un but et qu'elle peut passer par autre chose, parce que profondément aussi existentialiste, je lui laisse la chance de le faire sans pourtant lui apporter un jugement moral condamnateur. Donc vous, en tant que panafricaniste, il n'y a qu'une seule voie qui doit être suivie. Mais nous savons que même dans le fondement du panafricanisme, il n'y a pas fait unanimité. Entre Dubois et Garvey, il y a plusieurs courants. Donc s'il y a donc des courants au sein de ce mouvement, n'y a-t-il pas donc la possibilité pour Houphouët-Boigny, responsable premier, d'abord il est d'abord responsable de son peuple ivoirien. Nkrumah est d'abord responsable du peuple ghanéen, avant d'être responsable, il n'a pas été responsable de l'Afrique d'ailleurs. Ils sont d'abord responsables de leur peuple, parce que les peuples les ont désignés comme tels. Et donc, en tant que responsables de leur peuple, ils jugent de ce qui est bon pour leur peuple, avec les institutions mises en place. Si le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire à cette époque dit, nous voulons pouvoir construire un État fort, mais ouvert au nôtre.
Est-ce que cela fait d'eux des traîtres? On nous dit, parce qu'il n'a pas chanté, ou il n'a pas été un chantre ou un oracle du panafricanisme, ce n'est pas un panafricanisme. Mais ma foi, ma femme me reproche tous les jours de ne pas lui dire chaque jour je t'aime. Elle dit, toi tu ne me dis jamais je t'aime. Je lui pose la question de savoir, donc parce que je ne dis pas je t'aime, que je ne t'aime pas, la preuve du fait que je t'aime, c'est que tu sois là dans ma maison et que je t'apporte ce dont tu as besoin. Ce n'est pas ce que l'on recherche. Et ce n'est pas ce dont on a besoin aujourd'hui. Ce dont on a besoin est celle de savoir ceci. Qui sommes-nous d'ailleurs? Qui sommes-nous? Pour pouvoir porter jugement aussi acerbe, avec des mots aussi durs, sur la vie des personnes qui, lorsqu'on réunit notre âge, nous ne le faisons pas. Qui sommes-nous à cette époque où la géopolitique était la plus difficile possible? Parce que l'Europe, parce que le monde sort de la Seconde Guerre mondiale et qu'on a donné une guerre froide difficile. Qui sommes-nous? Et je reviens pour dire une phrase. On peut dire qu'on n'est pas d'accord du choix qu'Houphouët-Boigny a eu, mais par critique et lucidité intellectuelle, la démarche qu'Houphouët-Boigny a empruntée ne fait en rien de lui un anti ou un diable. Il a décidé que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple ouvert, intégré. Et je mets au défi quiconque va m'apporter les preuves statistiques que dans les autres pays des prophètes panafricanistes, il y a le même taux d'intégration de ce qu'on appelle les étrangers. Merci. La politique panafricaine de Houphouët-Boigny n'est pas réelle. Je vais prendre beaucoup d'exemples pour illustrer. Il y a des choses qui ont été dites qui ne sont pas réelles. Je reviens sur la question politique. Sur la question économique, on viendra. Mais on ne peut pas laisser prospérer le mensonge. On ne peut pas laisser des gens parce qu'ils ont la capacité d'aligner des mots, à distraire les gens et les prendre en otage. On ne peut pas vraiment les laisser. Houphouët-Boigny dans sa dimension politique. Houphouët-Boigny, il ne faut pas vraiment croquer l'histoire. Les faits sont têtus. Les faits sont... Il suffit de faire de la littérature pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Houphouët-Boigny a soutenu le régime raciste de l'apartheid. Laurent Donald Fologo est celui de Houphouët, au moment où le régime de l'apartheid était vomi, je dis bien vomi par tous les pays progressistes et par tous les pays du monde qui se veulent sérieux, Houphouët-Boigny a envoyé Laurent Donald Fologo pour reconnaître le régime de l'apartheid, le régime raciste. Lequel régime, bien entendu, a envahi l'Angola d'Agostino Neto, a soutenu Jonas Savimbi dans sa démarche criminelle, a aussi bloqué, a massacré Samora Machel, le même régime qui en 1976 a tiré à bout de champ sur les enfants de Soweto. Donc on ne peut pas vraiment dire que quelqu'un qui est capable de soutenir un tel régime raciste, impérialiste, dit de lui que c'est un panafricain. C'est archi faux. Alors je continue pour dire, dans votre question. Alors je dis ceci, au niveau économique, le panafricanisme nous enseigne que l'Afrique, avant la pénétration des Occidentaux, avait une démarche de production de richesse et d'inventivité en termes de progrès qu'il nous faut par la recherche scientifique sérieuse, historique et archéologique et anthropologique pouvoir tirer ces éléments et de pouvoir donc nous représenter notre organisation économique dans la production, la distribution et la répartition des richesses afin de pouvoir l'adapter aux réalités des pays africains modernes. Qu'est-ce que propose Houphouët-Boigny dans la continuité de sa ligne politique? On a une économie ivoirienne qui est ouverte. Je dis bien ouverte, au risque même de perdre toute forme de réciprocité pour les pays frontaliers. Et cette démarche d'ouverture de l'économie est une démarche qui date depuis le premier gouvernement. Au-delà même du fait qu'on ouvre les frontières pour que des personnes puissent venir travailler, il y a la possibilité pour toute personne qui veut développer un commerce en Côte d'Ivoire de pouvoir le faire sans qu'il y ait une distinction entre sa nationalité et celle des Ivoiriens. Parce que dans la compréhension du président Houphouët, la Côte d'Ivoire se veut une terre d'expérience d'une Afrique ouverte à tous.
Et donc on permet donc à X de venir y trouver les moyens de produire la richesse qui permet donc à ce pays de pouvoir avancer. La réalité politique, historique et économique est que aucun Ivoirien ne peut dire que c'est par le seul travail des Ivoiriens que ce pays est arrivé là. Je voudrais vous inviter, chers débatteurs, à vous exprimer maintenant sur l'aspect culturel de la politique de Houphouët-Boigny. Mais je n'ai même pas encore parlé de l'aspect économique. Par rapport à la dimension économique du panafricanisme, je pense que M. Guillaume Landry, il faut vraiment être vigilant. Parce qu'on ne peut pas tronquer l'histoire du peuple. Si nous compromettons la mémoire du peuple, on compromet tout son avenir. Donc, la question économique dont vous faites mention, de dire que Houphouët a permis à tout le monde de venir faire du commerce, est un indicateur de ce qu'il y a un modèle panafricaniste économique, n'est pas vrai, n'est pas réel. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, la JRDA qui est née en 1944, dont le secrétaire général était le docteur Amadou Kodé, qu'est-ce qu'il dit? La JRDA, après son congrès de 1944, a dénoncé tout le programme politique de M. Félix Houphouët-Boigny, à partir de sa démarche politique, de sa démarche économique. Et la JRDA s'oppose systématiquement à la continuité économique ou à la continuité du modèle économique du colonialisme. Houphouët, ça me regarde, n'avait pas l'imagination nécessaire, le potentiel nécessaire pour programmer un modèle économique capable de supporter le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'en avait pas. D'ailleurs, quand vous lisez Le Roi est nu, c'est un Ivoirien qui l'écrit, il dit qu'en 1960 déjà, 80% de la richesse nationale était concentrée, totalement concentrée dans les mains de 50 individus. Et tous ces 50 individus étaient essentiellement des francs-maçons, y compris M. Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny le dit dans ses mémoires. Nous sommes d'accord que nous avons fait des erreurs, mais la majorité de nos erreurs sont venues de l'extérieur. Donc Houphouët-Boigny est resté dans la ligne de l'exploitation économique, de la prédation. Je vous dis que la JRDA même a contesté. Ça c'est un. Tous les secteurs stratégiques capables de production de richesses étaient concentrés dans les mains de la France. Donc, comment Jean-Baptiste Moquet est expulsé en 1959 du gouvernement, c'est parce que Jean-Baptiste Moquet était de ces intellectuels qui n'étaient insoumis. Il a fait une critique féroce du modèle politique, du modèle économique et du modèle culturel de Félix Houphouët-Boigny. C'est ce qui a valu le montage ridicule, fétichiste de Félix Houphouët-Boigny. On dit que les étrangers étaient permis d'entrer et de faire des commerces, mais ce n'est pas un modèle économique d'ailleurs. Le modèle économique panafricaniste, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai entendu un nous rappel dans la Nation d'agriculture. C'est de retrouver le fil conducteur qui nous relie à nos passés ancestrales le plus lointain. Le modèle politique panafricain n'est pas un modèle prédateur, n'est pas un modèle d'exploitation. Jean-Baptiste Moquet, dans sa critique, il demande à Félix Houphouët-Boigny, et là, M. Laurent Gbagbo en parle dans une alternative démocratique. Il dit nous refusons que M. Félix Houphouët-Boigny n'ait pas l'imagination de battre une monnaie ivoiro-ivoirienne. Il faut que Houphouët-Boigny change la monnaie coloniale. Il faut que Houphouët-Boigny ait le courage d'enlever la Côte d'Ivoire sous domination militaire. Et d'ailleurs, pour cette démarche économique, qu'est-ce qui se passe? Comme Nkrumah nous dit dans Africa Mass Unite, l'Afrique doit s'unir, le contrôle de l'État moderne est indissociable avec le contrôle des matières premières stratégiques. On ne peut pas prétendre contrôler l'État moderne si on ne contrôle pas les matières premières stratégiques. Mais qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny fait? Quel est le compromis pour pouvoir maintenir la Côte d'Ivoire sous domination militaire? C'est-à-dire l'installation de la base militaire en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny, le compromis, Laurent Gbagbo, il en parle. Et les bases militaires françaises doivent rester en Côte d'Ivoire. Et en contrepartie, nous allons leur donner les matières premières stratégiques. C'est pas moi qui l'invente. Laurent Gbagbo, il en parle. Jean-Baptiste Moquet, il en parle. Ernest Boka en a férocement critiqué.
Houphouët-Boigny a donné toutes les matières premières stratégiques qui a conditionné le peuple de Côte d'Ivoire dans la misère. Je reviens sur le miracle économique. Je reviens sur le miracle économique parce que le miracle économique, Marcel Amondi en parle. Marcel Amondi en parle dans PDCI, la vie de 44 à 85. C'est un mirage. Ce n'est pas un miracle. Et je vous dis, pourquoi je dis que c'est un miracle? C'est un miracle parce que justement, toute l'économie était concentrée dans les mains de la France et des 2000 Ivoiriens, d'une bourgeoisie agraire. Ça c'est un. De deux, qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny fait? Le port autonome d'Abidjan, tous ces secteurs stratégiques sont restés embrigadés férocement dans les mains du capitalisme. Surtout dans la main de Bolloré. Houphouët-Boigny a refusé de bâtir une intelligence nationale capable de répondre systématiquement aux problématiques de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vous rappelle que le ministère de l'économie, Laurent Gbagbo en parle dans une alternative démocratique, le ministère de l'économie était exclusivement, là je dis exclusivement, était exclusivement contrôlé par la France. Et tous les éléments qui s'y trouvaient étaient des Français. Houphouët-Boigny a refusé de bâtir cette intelligence. Et d'ailleurs, dans tous les autres ministères qui restaient, que ce soit le ministère du Transport, de l'Éducation, il y avait au minimum 2 Français. Houphouët-Boigny a refusé d'en découdre avec le cordon ombilical impérialiste. Il faut le dire. Notre souci ou notre souhait n'est aucunement de vilipender Houphouët-Boigny, n'est pas de le dénigrer. J'aime Houphouët-Boigny comme vous l'aimez, mais nous disons que nous aimons Houphouët-Boigny de 1946 à 1950. À partir de 1951, avec le repli tactique, Houphouët-Boigny a trahi le peuple et a trahi tout un continent. Non, on ne parle pas avec les émotions, on parle avec les calmes. Il est une chose qui est certaine. Lorsque j'entends M. Doumbia évoquer la question d'Houphouët, je me pose encore continuellement la question, mais c'est quoi le modèle panafricaniste économique? Non, mais concrètement, c'est quoi? Quand on parle d'un modèle économique, on le sort trait pour trait, de sorte qu'il soit identifiable. Quel est donc le leader panafricaniste qui avait l'expérience du modèle économique panafricaniste et qui a donné à son pays le miracle qui serait le vrai pendant que le nôtre est un mirage? Je dis, je ne cracherai pas sur l'héritage de mon père. Si l'héritage, si notre miracle économique qui nous a donné ce minimum d'infrastructures-là est un mirage, déjà, il faudrait avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. Déjà, il faut avoir un peu d'honnêteté. Un peu d'honnêteté. Vous pouvez vous plaindre que vous n'avez strictement rien et qu'on n'a jamais rien fait pour vous. Mais la vérité est que vous y êtes. Et c'est indéniable. Ce sont des faits. Un mirage, qu'importe, mais c'est un mirage qui tient. Il ne tient pas. Mais là où vous dormez, là. Non, je termine. Ce n'est pas ridicule parce que ce sont des réalités. Pour que l'éducation nationale, pour que vous puissiez en lire et écrire, et que le taux d'alphabétisation Côte d'Ivoire puisse être un taux d'alphabétisation qui n'est pas le meilleur au monde, mais qui soit respectable. Quel est le modèle économique, pas d'Afrique, expérimenté ici? Non, je pose la question à tout le monde parce que je ne la vois pas. Parce que je n'ai pas vu être expérimentée et louée. Si elle était expérimentée, je dirais, Houphouët, dans le contexte et l'environnement dans lequel il était, à niveau national et international, a fait ce qu'il pouvait faire. Et il a fait en n'excluant point les uns et les autres. Les peuples ont fait leur fortune grâce à la politique économique que celui-ci a fait. On peut dire qu'elle n'est pas la bonne. On peut dire qu'elle n'est pas la bonne, mais elle a existé. Et ce qui a existé est incontestable. Donc le panafricanisme est celui qui, comme disait Montesquieu, doit pouvoir permettre au peuple d'Afrique de pouvoir se réapproprier leurs valeurs. Un peuple qui garde encore sa langue à l'échange de pouvoir se reconstruire. C'est Montesquieu qui l'a dit. Arrêtez ça. La question de la langue et des valeurs qui se construisent autour de la langue. Est-ce que Houphouët-Boigny
à travailler à effacer nos langues nationales ou à faire préexister une langue étrangère? On nous dira, oui, il a introduit dans la constitution de Côte d'Ivoire la langue française comme étant la langue de l'administration ivoirienne, et qu'il n'a pas eu le génie politique de pouvoir, sur les 63 à 70 ethnies que constitue la Côte d'Ivoire, en sortir une, ou de pouvoir fédérer toutes ces ethnies pour nous sortir un élément linguistique commun. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la langue, il y a des éléments de fait crédibles. Nous avons certes le français, mais cependant la promotion des langues maternelles a été faite, et elle a été faite même pour traduire pour tous l'actualité politique et économique, donc la vie nationale. Exemple, nouvelle du pays. Pendant toutes ces années, jusqu'à maintenant, je crois, cela existe. Ce n'était pas seulement destiné aux populations rurales, mais aussi à toutes les populations de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui pouvaient s'asseoir et entendre dans leur langue l'existence ou la traduction de l'acteur. Pour simplement ces éléments-là, qui aujourd'hui sont pratiquement inexistants et qui font que certains corps de métier disparaissent, il faut pouvoir féliciter l'homme qui a permis donc à la jeune nation ivoirienne, forcément attirée par les lumières de l'Occident, de garder le contact avec le terroir national. Nous faisons un live Facebook grâce à la web TV New Line TV, et donc c'est une façon aussi de dire que nous ne sommes pas qu'ici au campus, et tout ce que vous dites a des répercussions en Côte d'Ivoire, voire dans le monde. Vous avez peut-être une réponse sur le plan culturel? Naturellement, j'ai une réponse. Sur le plan culturel ou bien sur le plan culturel, bien entendu. Mais je pense que, M. Guillaume-Landry, vous êtes face à des esprits brillants. Et simplifier la dimension culturelle à un folklore tel que podium est très insultant. La culture, c'est quoi? La culture, c'est le référent moral. C'est le système de pensée d'un peuple. C'est ce qui lui permet de se différencier, de ne pas se fondre dans l'universalisme ridicule et dans la mondialisation qui nous mondialise. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est très insultant de dire dans un environnement où près de 80% ne parlent pas le français, dire que c'est un État francophone, c'est vraiment ridicule et c'est insultant. Le génie de M. Houphouët-Boigny, s'il était vraiment puissant, il devait être capable de faire du bandit une boisson capable de concurrencer par exemple le Coca-Cola. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la production a une dimension industrielle. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Coca-Cola c'est le bandit des Américains. Et le bandit ivoirien c'est notre bandit. Le costume que nous portons. Il n'y a pas de développement sans promotion culturelle. Le costume que nous portons, c'est le boubou Yacouba des Français. C'est le boubou Yacouba des Occidentaux. Et donc si vous voulez avec la magie et la maestria de comprendre que produire par exemple le kita et de faire de la promotion culturelle pouvait non seulement créer de l'emploi, mais aussi créer de la richesse. Houphouët-Boigny devait par exemple arriver à faire d'une langue locale endogène la langue de l'administration, la langue politique, la langue économique, la langue culturelle, la langue de l'administration. Les Chinois l'ont compris, les Coréens l'ont compris, les Français l'ont compris, mais Houphouët-Boigny n'a pas eu la magie de le comprendre, il faut l'accepter, et c'est réel. Je dis, on a en face de nous un frère panafricaniste qui défend une idéologie qui pour lui est l'idéologie la bonne. Alors moi je pose la question suivante. C'est quoi la langue officielle au Ghana? C'est quoi la langue officielle en Afrique du Sud? On a, à la différence du Ghana où il y a, il ne peut même pas avoir 10 groupes ethniques. On a 63 groupes ethniques. Tout à l'heure, on va demander aux uns aux autres, on va leur dire, écoutez, on prend le malinké. Ça s'impose. Ça s'impose. Ah donc, vous voulez un dictateur, un despote? Ce dont vous racontez est de la démagogie. Parce que si vous m'avez opposé à Houphouët-Boigny, un leader panafricain qui a gouverné et qui a réussi cette prouesse-là, à ce moment, je me serais levé et j'aurais applaudi. Si on m'avait dit qu'Houphouët-Boigny avait interdit les langues nationales de se parler, de gagner en promotion, surtout sur les médias nationaux, à ce moment, j'aurais dit, attention, il y a un problème. Mais ces langues-là ont été promues. Ces langues ont été promues. Et je suis aussi choqué
que l'on estime qu'il est ridicule d'évoquer des événements culturels qui ont réuni la jeunesse et qui ont permis à des personnes de pouvoir émerger de leur petit trou et de devenir des personnes qui ont du poids et du nom comme étant des éléments ridicules. La culture, c'est aussi cela. C'est parce que ça a permis aux gens de faire découvrir ce que nous avons en termes de danse traditionnelle et aux jeunes qui pratiquaient des danses dites modernes d'influence occidentale, de pratiquer ces danses. L'acceptation de ce que nous sommes en termes de culture donnait naissance à un rythme musical qu'on appelle le Zouglou. Et qui a pu, et qui, justement à l'échelle nationale évidemment, mais à l'échelle continentale, nous sommes dans un continent où il y a différents pays. Houphouët-Boigny est-il le président du Ghana? Houphouët-Boigny est-il le président de la Guinée? Houphouët-Boigny est-il le président de l'Algérie? Soyons sérieux. Ça n'a pas de sens. Notre rôle, Houphouët-Boigny, tout le monde l'aime. C'est un père, il y a des forces. Et je voulais revenir sur le syndicat agricole africain, comme je l'ai dit tantôt, de 1946 à 1951, jusqu'aux répliques tactiques, Houphouët était un anticolonialiste connu du monde entier. Mais à partir de 1951, avec le réplique tactique, qui était une réplique qui renvoie à la traîtrise, qui renvoie à un renversement idéologique radical, qui fait que nous, on est obligé de le soupçonner, d'avoir trahi le peuple. Pour nous autres et pour vous autres, que ce n'est pas forcément la bonne et qu'il aurait dû faire X et Y. Mais moi, je suis curieux, jusqu'à présent, de voir une offre de gouvernance concrète, d'application certaine, inspirée du panafricanisme et qui donnerait son succès. C'est important. Pas que je doute de cela, non. Mais que je suis certain qu'une idéologie ou une idée ou une théorie dont son application perd de ses vertus. Elle perd de ses vertus. On nous a parlé de la dimension culturelle. Disons qu'il est ridicule d'évoquer parmi tant d'autres exemples que nous avons donnés, parce que nous n'avons pas que donné tout ce qu'on peut produire, nous avons parlé de la production cinématographique ivoirienne, qui est nombreuse et qui est louable, de la production en matière d'ouvrages dramaturgiques, qui est nombreuse, qui est louable. Nous avons parlé de ce qu'on appelle comme télé pour tous. Nous avons parlé de ce qu'on appelle les émissions en langue vernaculaire. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas ridicule. Je m'en excuse. Ok, si c'est une insulte pour vous, je m'en excuse. Mais la réalité est que, messieurs, ça existé. Il y avait les Jean Conan Bani, le grand frère du gouverneur. Il y avait Charles d'Envahi. Il y avait plein de grands noms. Tous les gens qui sont écrits, qui ont été emprisonnés, dont Bouka, effectivement, est le seul qui soit décédé à Sabou. Il ne s'agit pas ici de venir se mentir. Il s'agit de restaurer sans émotion la vérité historique pour qu'on avance. C'est pas autre chose. Il ne s'agit pas de dire qu'il a bien parlé, il a parlé fort, il a crié. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous, là, vous êtes le personnel politique et administratif de la Côte d'Ivoire de demain. Il ne s'agit pas que vous continuez sur des impostures. Ces impostures ont servi des intérêts de certaines personnes à certains moments. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on y va doucement et on va doucement, on suit une chronologie. En 1966, pour faire référence au problème de nationalité, en 1966, au Ghana, Kwame Nkrumah est écarté par un coup d'État. Pourquoi? Parce que quand il a voulu appliquer sa politique au Ghana, il n'a même pas tenu 3 ans et les remous sociaux ont commencé à se faire jour. Il n'arrivait même plus à faire l'unanimité dans son propre pays et il a été écarté du pouvoir en 1966. Sékou Touré lui a proposé de venir en Guinée pour devenir coprésident de la Guinée. Et Sékou Touré lui a proposé, Kwame Nkrumah a refusé, mais néanmoins il est allé s'asseoir. Il a écrit ses mémoires, il est mort 6 ans après avoir été écarté. Donc c'était un très beau projet en théorie, mais devant la réalité, il n'a pas pu avancer. Sékou Touré, qui l'avait hébergé, c'est la même chose. Allez-y en Guinée aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Jusqu'à maintenant, pourtant le sous-sol de la Guinée est 3 fois plus riche que le sous-sol de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a eu la sagesse de développer des axes économiques. De 1960 à 1980, succès économique sans discussion. À partir de 1980 jusqu'à 1993, ça n'a plus été le cas. Il n'a pas très bien réussi sa politique. Il aurait dû, selon moi, ça vraiment là je dis, c'est pas écrit dans c'est mon avis personnel, il aurait dû préparer sa succession et quitter en 1980 en assurant son successeur. On n'aurait pas eu tous les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est le reproche que je peux faire à Houphouët-Boigny.
Mais jusque de 1960 à 1980, là, tu ne peux pas avec la réussite de la Côte d'Ivoire. Tu n'étais pas là. Donc j'arrive. On était reçus les Ivoiriens comme des rois dans le monde entier. Non, non, non. Air Afrique, tu quittes Abidjan, direct à Paris. Tu n'es pas obligé de passer par le Maroc ou bien le Portugal. Non, non, non. C'était un grand succès économique de 1960 à 1980. À partir de 1980, le succès était au rendez-vous. On avait Air Afrique dont le siège était à Abidjan. La Banque africaine de développement dont le siège était à Abidjan. Le bureau fondamental même des Nations Unies était à Abidjan. Houphouët a réussi à attirer la plupart des grandes institutions internationales africaines en Côte d'Ivoire ici. Et les Ivoiriens en étaient des cadres. La différence que vous voyez, il y avait beaucoup de Sénégalais à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'institutions comme il y en avait en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, Houphouët a réussi à ramener tout ça sur la Côte d'Ivoire, sur son projet et sur sa vision politique, qui était très intégrée dans la dynamique mondiale. C'était un choix pragmatique. Mais où je suis d'accord avec les africanistes, c'est qu'il aurait pu impulser un peu plus de culturel dans ses programmes. Ce que Bernard Dadier, par exemple, lui a toujours reproché, c'est de ne pas avoir assez fait pour la culture. Pourtant, comme a dit Landry, il a fait beaucoup. Je vais donner juste un petit exemple qui vous concerne, qui concerne le campus. Il a dit le folklore en parlant de variétoscope. Il a parlé de folklore en parlant de variétoscope. Mais c'est dans variétoscope que le système gazeur a fondé le Zouglou. Et donc c'est du groupe d'animation de variétoscope qui est venu le Zouglou, qui a été une musique ivoirienne reconnue dans le monde entier, qui participe de l'élaboration de l'identité culturelle ivoirienne. Donc c'est pour dire, le folklore, effectivement, quand le temps passe, le folklore devient la culture. Et la culture devient la tradition. C'est comme ça qu'il faut lire la chose. Donc, au-delà de vouloir sortir des mots pour épater ou pour faire peur aux gens, ce n'était pas folklorique. Le fondement du fonctionnement de la télévision ivoirienne était la mise en œuvre de notre patrimoine culturel. Et les gens comme les Georges Benson, les Ben Soumaro, les Léonard Rogué, tous ces gens-là étaient des gens qui avaient une très solide connaissance de leur culture ivoirienne. Donc, ce qui est sûr, se creusait, tous les artistes africains venaient en Côte d'Ivoire pour pouvoir émerger dans le reste du monde. La Côte d'Ivoire, donc, a été un grand pays. Vous pouvez demander à une personne comme Alpha Blondy. Est-ce que vous avez déjà entendu Alpha Blondy chanter puis insulter au feu? Non. Non, il ne peut pas. Jamais. Parce que, et pourtant, il a dit Brigadier Sabari. Et quand il disait Brigadier Sabari, moi je dormais ici. Avec Big Sat était en face de moi. Houphouët-Boigny était très loin d'être inféodé à la seule France. Houphouët-Boigny était très grand stratège politique. Si vous voyez que la route de Bassam a été faite par une société qui s'appelait Vianini, Vianini c'est une société qui appartient au pape. Si vous voyez que tel autre truc a été fait par les Juifs, par Israël, c'est parce que Israël, c'était un moyen de pression contre la France. Donc quand j'illustre toujours ça par une petite image qui fait rire. Quand tu dois te battre contre un lion, ne va pas direct contre le lion. Certains ont fait ça, ils ont vu le résultat. Tu t'as cherché le tigre et tu dis au tigre que le lion a dit ta bercon. Le tigre va faire ton palabre à ta place. Il y a un des deux qui va mourir. Celui qui est blessé, tu le prends, tu le soignes. Ça, c'est la technique d'Houphouët. Donc, il ne faut pas croire que Houphouët était un niais. La dévaluation a intervenu 1 mois après la mort d'Houphouët. Il était vivant, couché dans son lit d'hôpital, l'argent n'était pas dévalué. Parce qu'Houphouët était puissant. Bienvenue à Abidjan, la ville du jeu.